Bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Bahaya. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Vous voyez bien que je tiens ce journal, le potentiel, entre mes mains. Parce que je vais vous faire une petite révélation avant de continuer avec ce que je vais dire dans ce journal. C'est le potentiel qui date de... C'est attendez, oui, le numéro 331 du 3 juillet 1993. C'est le numéro 331 du 3 juillet 1993. Voilà. Dans ce coin-là. Vous pouvez le lire, je pense. Laissez-moi voir si vous pouvez voir ça correctement. Voilà. Dans ce journal, il y a des choses dont je vais vous parler brièvement. C'est très, très important. Je vais d'abord remettre certaines pendules à l'heure. Cette lutte que nous menons, ou mettons, cette lutte que je mène, la raison pour laquelle je fais ces choses, c'est par principe. Je n'ai aucun intérêt matériel. Je ne reçois la paye de personne. Je ne monnaie même pas cette chaîne de télévision. Si vous pouvez appeler cette chaîne de télévision, moi je l'appelle seulement une plateforme de discussion. Je ne donne pas mon numéro de téléphone pour que les gens m'envoient l'argent, je ne rien. Ça ne veut pas dire qu'un jour je ne peux pas demander si j'ai un projet important qui va être vraiment un projet pour aider les gens. Ce ne sera pas pour m'aider moi, non. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas ce genre de personne. J'ai des règles morales, j'ai des valeurs auxquelles je tiens et ça ne peut pas changer. Je suis né comme cela. Je n'ai jamais été quelqu'un qui aime l'argent ou qui court après l'argent. Je ne déteste pas avoir de l'argent parce que ça aide à résoudre beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas la finalité en soi. J'ai vécu une très très longue période de ma vie dans la pauvreté, sans argent. Et pourtant, j'ai été nourri, j'ai été logé par des personnes qui n'avaient rien à voir avec ma famille, rien à voir avec ma province d'origine, rien à voir avec ma tribu du tout. Ils venaient d'ailleurs. C'était des gens d'autres tribus. Et je vous ai déjà parlé de toutes ces choses. Vous savez de quels gens je parle. Et je ne me cacherai pas, je vais dire que c'était des Balouba, des Kassayans. Voilà. Alors, dans ce journal au potentiel, c'était le 4 juillet 1993. Vous voyez, c'est écrit Monsieur Bakiem et Tshisekedi vont tenir un meeting de clarification. Je vais le lire. Un meeting de clarification. Vincent Bakiem et Étienne Tshisekedi présenteront un état des lieux de la situation politique au peuple. Alors, c'est à la page 8 que ça se reprend en détail. Là, à la page 8. Je vais juste lire parce que vous ne pouvez pas voir et je n'ai pas le système qui vous montrerait ce journal en direct. Un meeting de clarification, ça dit le meeting de l'UDPS ce dimanche 4 juillet 1993 au stade Tata Raphaël. Programme 8 heures arrivée des invités, 9 heures arrivée des... Non, 8 heures arrivée des militants et animation. 9 heures arrivée des invités, 9h30, mise en place terminée. 9h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre et du président Ngwakiem, donc le Premier ministre qui était le ministre issu de la conférence nationale souveraine, c'était Monsieur Tshisekedi, et du président, quand on parle de président, c'est le président du parti Ngwakiem, et bain de foule. Annonce du programme par le directeur du protocole. Donc, 10 heures prière,
10h15, debout congolais, donc l'hymne national. 10h30, discours du président fédéral de l'UDPS. 10h30, discours du secrétaire national de l'UDPS. Meeting, mot de début. C'est long et c'est gros. J'ai amené ce journal aujourd'hui. C'est de 1993 et aujourd'hui, ça fait combien de temps si je ne m'abuse pas? Attendez. On va faire 2025 moins 1993. Ça fait 32 ans que ce journal est sorti. Je l'ai et je le garde car je suis très lié à ce journal. Je voulais dire que ceux qui vocifèrent trop sur l'UDPS, leur lien avec l'UDPS, leur lutte, ne savent pas qui sont les gens qui ont milité à l'UDPS, qui sont les gens qui ont combattu hier. Vous pouvez être influent à l'UDPS aujourd'hui. Hier, vous pouvez être lié à l'UDPS par le sang, donc je vais dire des parents de l'UDPS, et je respecte tout ça. Mais ça ne vous donne en rien la primauté. Ça ne fait pas en vous des kings de l'UDPS. Votre lutte ne vaut pas plus que la lutte des autres. Vous ne savez pas d'où viennent les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils ont été. Et vous ne comprenez même pas pourquoi ces gens-là sont là aujourd'hui et font ce qu'ils font. Donc les gens ne me connaissent pas. Pour la plupart. Vous me voyez là en train de faire ça. Et je ne le fais pas pour des raisons que je ne voudrais pas faire, bien entendu. Et vous pensez que vous êtes meilleur que moi. Non. Du tout. Car vous êtes derrière l'argent ou vous êtes derrière le pouvoir. Vous attendez être nommé et vous attendez être payé. Ce n'est pas mon cas. Je ne le fais ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne suis pas riche, mais je suis capable de nourrir mes enfants du 1er janvier au 31 décembre. Je ne m'habille pas d'une manière, je ne sais pas, fancy, d'une manière, je ne suis pas kitendiste, je ne suis pas dans ça. L'habit ne fait pas le moine, même si avec cet habit-là, on va le reconnaître vite. Mais moi, je n'attache pas beaucoup d'importance à l'apparence quand il ne faut pas. Si je vais aller dans un bureau où il faut que je me présente en tenue de ville, je le ferai. Si je dois me présenter auprès des autorités militaires, il faut que je sois en tenue de gala ou CF, comme nous le disons dans le jargon de l'armée canadienne, je serai habillé comme cela, car j'ai tout ici. Mais pour m'adresser à vous autres, les miens, de contracter, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là et surtout, je n'ai pas besoin de commencer à vous vendre qui je suis, qu'est-ce que j'ai été dans la vie, ceci, cela. Non, ça n'a pas d'importance. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce jour-là, j'étais vraiment très jeune. Très jeune. J'étais dans ma très jeune vie d'adulte. Et je galérais à Kinshasa. Je souffrais beaucoup. Mais j'ai eu la chance de vivre chez quelqu'un dont je suis reconnaissant. Il m'a logé chez lui et sa femme m'a fait à manger. C'était un Mouhav, comme moi. Et lui, il était haut gradé à la DSP, la division spéciale présidentielle de Mobutu. C'est que lui, il avait tout intérêt à ce que toute sa maison soit soit pour Mobutu.
et que toute sa maison chante le nom de Mobutu et danse pour Mobutu. Ce n'était pas mon cas. Je ne chantais pas pour Mobutu, je n'étais pas pour Mobutu. Parce que j'ai toujours regardé l'intérêt commun, moi. Pas mon intérêt à moi. Je suis né comme cela. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas vaniteux. Je ne me vante jamais. Ou presque pas. Ça arrive de me vanter. Mais pas pour amplifier des choses, non. Pour être fier de ce que j'ai été ou que je suis. Juste pour la fierté. Voilà. Alors ce jour-là, mettons, à la veille de ce jour, moi là, je n'avais pas beaucoup d'argent, j'avais un peu d'argent dans ma poche. Et je ne sais pas d'où je venais, mais je me suis retrouvé sur la route là, comment ça s'appelle? L'avenue là qui part de l'université. Oui, c'était l'avenue de l'université, bien entendu. Qui vient avec celle qui vient de Lemba là, et ça se rejoint à Makala. Je ne sais pas d'où je venais, mais je pense que je venais de ce qu'on appelle chez nous COP. Donc, le débrouillardisme. J'ai été me débrouiller, comme on le faisait. Et à ce temps-là, ça n'allait pas bien. Mobutu avait fermé les universités, et puis après ça, il a rouvert les universités, mais ça n'allait pas bien. Je me recherchais à gauche, à droite. Je n'aimais pas demander de l'argent à celui qui me logeait chez lui. Je ne voulais pas en demander à sa femme non plus. C'est que je sortais très tôt le matin pour aller dans les COP. Il y a des gens qui étaient des commerçants. Je prenais leurs affaires. J'avais des connaissances qui vendaient au type K des articles électriques ou des objets électriques. Et je prenais leurs articles, j'allais les vendre pour faire le porte-à-porte dans les rues au prix qu'ils m'ont indiqué. Et ce qui était vendu, je retournais l'argent de vente au prix de ce qu'ils m'avaient dit. Et moi, si j'avais vendu un zaïre ou deux zaïres de plus, ça me revenait à moi. C'est comme ça que je vivais. Et parfois, je ne vendais rien. Et je souffrais comme ça. Maintenant, j'avais un peu d'argent. Pour une raison quelconque, je passe par là. Je vois le journal Le Potentiel qui est du côté de Makala. Donc, vous quittez Lemba ou c'est du côté de Makala, je pense, oui, pas de Ngaba, je pense que c'est Makala. Je ne connais pas très bien Kinshasa parce que j'y ai vécu, oui, j'y ai vécu pendant quelques années, mais je n'avais pas les moyens de me promener. Kinshasa, c'est gros, et je n'avais pas le moyen de me payer le taxi pour aller à gauche à droite, et ni le transport public non plus pour aller à gauche à droite. Donc, je pouvais faire certaines distances seulement à pied, ou bien aller vraiment partir de Banzalemba, à côté de l'université de Kinshasa, aller jusqu'en plein centre-ville, à pied et retourner à pied. Vous vous imaginez la distance. Donc, j'étais un marcheur plus qu'une âne même. Maintenant, je vois le potentiel. Et je me dis, dans nos réunions à l'UDPS, on nous a demandé d'inviter les gens pour aller assister à ce meeting du Sphinx Étienne Tshisekedi, Tata Raphaël, demain. Mais, comment je peux le faire? En ce moment-là, n'oubliez pas qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la politique en ces temps-là. L'UDPS venait de connaître un coup dur, très très dur. Monsieur Birindwa, qui était un cadre très haut placé, très très respecté de l'UDPS, venait de se débaucher avec le MPR, le parti au pouvoir de Mobutu, et Mobutu, pour le remercier d'avoir fragilisé l'UDPS, va le nommer Premier ministre. Vous imaginez que M. Birindwa vient du Kivu, il est Mouchi. Moi, je suis Muhavu. Un Muhavu et un Mouchi, il n'y a pas de différence.
c'est comme un Moulouba et un Louloua. C'est pareil. Nous parlons la même langue à quelques intonations près ou différents. Les mots sont les mêmes, quelquefois juste un peu tordus, comme quelqu'un peut dire Nshima, l'autre va dire Bidia, sans l'eau que vous venez de Kananga ou de Mujmaï, mais vous dites la même chose. Alors, nous sommes comme cela avec les Bâches, nous les Bahav. C'est que tous les gens du Kivu, ou pour la majorité, se sont rangés tout de suite derrière Birindwa. Moi, je ne suis pas comme cela. Je suis quelqu'un qui a des principes. J'étais à l'UDPS parce que je menais une lutte générale. Je veux, en tant qu'étudiant, que nos conditions soient meilleures, tout ça. Mobutu nous avait coupé la bourse, nous avait tout coupé. Bon, quand j'ai dit nous, il fallait être qualifié pour avoir la bourse. Mais il avait tout coupé. Parce qu'avant, hein, tous les étudiants d'université recevaient la bourse. Ils étaient bien. Alors, ils s'étaient coupés et il fallait seulement des étudiants qui se sont démarqués avec un certain pourcentage très élevé qui pourraient avoir cette bourse. Et encore là, quelquefois, sa bourse va sortir et tu ne l'auras jamais. Voilà, on se battait pour ces choses et ça, c'était parmi les revendications de l'UDPS. C'est pour ça qu'à ce temps-là, les étudiants, pour la plupart, même la majorité, je peux dire, peut-être tous les étudiants, étaient de l'UDPS dans les faits. Même ceux qui n'avaient pas la carte. Moi, j'avais la carte parce que je me suis fait enregistrer. Et j'étais là-bas, au Mont-en-Bas. Donc, le Mont-en-Bas, c'est Mbanzalemba, pour ceux qui connaissent Kinshasa, Mbanzalemba, le Homme 30-20, tout ça, de l'université, c'est dans ce coin-là. Moi, je suis en Mbanzalemba, juste à côté. Voilà notre lieu de réunion pour nous de l'UDPS, c'était l'UDPS Mont-en-Bas. Et nous allions dans ces réunions-là. Moi, je me décide de prendre le peu d'argent que j'ai. Je vais au potentiel, je viens leur poser cette question. Est-ce que vous pouvez accepter que moi, je fasse une publicité d'appel? Je vais appeler les gens originaires du Kivu comme moi de venir demain supporter le Premier ministre Tshisekedi et de s'ériger contre la trahison dont nous venons d'être victimes de la part de l'un de nous Kivusiens, Birindwa. Ah oui, il me dit, cet homme-là me regarde et me dit, toi, tu veux payer? Il dit oui. Tu as de l'argent, toi? Je dis, oui, ça doit coûter combien? Je ne sais pas si c'était 28 ou 38 zaïrs. Ça peut être 28 ou 38 zaïrs. Vous vous rendez compte en ces temps-là? En 93, je sors ça. C'est tout un travail de toute une vie que je fais. Mais je n'y pense pas parce que je suis affecté par l'acte de Birindwa. Je fustige cet acte de Birindwa. Il vient de trahir la nation. Et moi, je ne peux pas marcher avec. Je me rappelle que les gens qui venaient du Kivu, qui étaient dans ce coin-là de Livulu, Kisenso, Mbanzalemba, tout ça, le plateau, Kindele, l'autre là, comment ça s'appelle après Kindele, comment on appelle l'endroit là, bon, j'oublie. Nous allions tous au Moamba, en réunion, pour l'UDPS. Et les gens ne se présentaient plus. Les amis, quand je leur parlais, ah, mon cher, non, l'UDPS, je dis, hatuko baluba, hatuko bakasai. Mais nous sommes à l'UDPS. Ah, si tu rafate tout mundugetu birindwa. Moi, j'ai refusé. Alors, j'ai payé l'argent. Et j'ai fait publier cet article. J'ai engagé les gens qui n'étaient même pas d'accord avec moi, qui ne m'ont pas donné leur aval. Je me suis donné des qualités de personnes qui n'étaient pas, juste pour galvaniser les autres originaires du Kivu. Écoutez ce que j'ai fait publier. JUDPS, Mont-en-Bas se réveille. JUDPS, donc la jeunesse de l'UDPS. Écoutez, hein.
Lors de leur dernière rencontre, les jeunes combattants de l'UDPS Moamba, Campus et Mbazalemba, originaires du Kivu, se sont, sous la direction de leur Durandal, Bertin Bahaya. Vous connaissez Durandal, c'est quoi? C'est l'épée de Roland. Le Roland dont nous avons étudié dans l'histoire occidentale, un guerrier hors pair, là, son épée, ça s'appelait Durandal. Moi, je me suis nommé Durandal parce que je menais une guerre maintenant, une bataille hors du commun. C'est comme ça que je me sentais en ce moment-là. Et c'était en moi. Je le sentais comme cela, que moi-même, je vais maintenant m'affronter à Birindwa et le MPR. Vous vous rendez compte? Et j'habite dans la maison d'un officier de la division spéciale présidentielle. Je suis censé chanter pour Mobutu. Parce que, et en ce temps-là, ils sont contents. Et à la maison, les gens sont en train de festoyer, sauf moi. Vous vous rendez compte? Alors, je reprends. Lors de leur dernière rencontre, le jeune combattant de l'UDPS, Moamba, Campus et Mbazalemba, originaires du Kivu, se sont, sous la direction de leur Durandal Bertin Bahaya, levés contre toutes les manœuvres du gros fameux conclave politique du MPR au cours duquel sortira le gouvernement fantoche de M. Birindwa, conclave au cours duquel tous les acquis de la CNS, le CNS, c'est quoi encore? Conclave national souverain. Ah, pas conclave national souveraine. Mais le CNS là, bon, voilà. Un trou de mémoire comme ça arrive. Conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine ont été bradés par les politicards à soif insatiable et diabolique du pouvoir. Quel français. Bon, côté le poteau n'a makasi. Parce que toi, tu écris le texte. Ce n'est pas le journal qui écrit pour toi. Tu écris le texte, tu es responsable de ton texte et tu vas signer. Fort de la conduite combien droite et hardie de leurs aînés de la Conférence nationale souveraine, les jeunes combattants originaires du Kivu sont résolument décidés non seulement à couper l'herbe sous les pieds au gouvernement illégalement investi de M. Birindwa, mais aussi et surtout s'opposer à tout vent qui soufflerait pour le statu quo. Et, de ce fait, ces jeunes combattants de l'UDPS soutiennent fièrement l'action du Premier ministre élu Étienne Tshisekedi pour le changement. Par la même occasion, ces jeunes imbattables invitent toute la jeunesse quinoise à venir nombreux au grand meeting politique de l'UDPS qui sera tenu ce 4 juillet par le leader dictatiricide. Vous vous rendez compte? Écoutez le mot là. Par le leader dictaturicide Étienne Tshisekedi. Signé Bertin Bahaya Mali.
Regardez. Là, mon nom est là, au-dessus de mon doigt. Faites un screenshot et vous allez lire ce qui était écrit. Moi, je fais cela dans l'espoir que beaucoup de gens vont lire les journaux, vont voir que les gens du Kivu ne sont pas avec Birundois et ils viendront tous. Et même les gens du Kivu qui allaient comme se rallier à Birundois ne vont plus le faire. J'étais heureux de le faire. Je suis retourné avec un sentiment de satisfaction pour la lutte. Le lendemain, nous étions là et je vous assure que tout Kinshasa, incluant des fonctionnaires, des agents de l'État qui avaient séché le boulot, les Kwado, les Wayambars, les gens de rue, tout le monde était venu. J'étais heureux. Mais je ne savais pas que je venais de me tirer dans le pied. Je retourne à la maison comme si de rien n'était, tranquille. Puis le soir, je sors pour aller m'entraîner. Je faisais du karaté chez Maître Chinois, pour ceux qui connaissent Lemba. Pour ceux qui connaissent Lemba Terminus, n'a pas Maître Chinois. Nauti entraînement kakaboye, nazoya. J'étais en kimono. Hein. Batumo ba ramasengai. Batinga na kati ya car. Waenda. Ba vandelinga na kati ya car. Vous connaissez ce qu'on appelait les Niva. Des camions, je pense. Les Niva, ça venait d'où? C'était des fabrications russes. Je pense que c'était des fabrications russes que Mobutu avait achetées pour la garde civile. Batinga na kati. Bazo kenanga ba vandelinga donc bazo beta ko. Bazo beta. Nga na outi entraînement donc je n'ai même plus de force. Na outi ko beta mana dojo. Siko vrai fape on a ozwa place wana. Ya wana est à niveau mon sous. J'ai été tabassé. Et pour une nuit, deuxième nuit, personne ne savait où j'étais. Puis, ils m'ont jeté dans la rue. Et j'ai dû marcher moi-même. Du centre-ville, à côté, il y avait un restaurant qu'on appelait Bravo, à Kinshasa. C'est là qu'ils m'ont largué. J'ai marché dans cet état-là jusqu'en Bazalemba. J'arrive, c'était vers minuit. J'avais l'air amoché. Et ma cousine qui me demande, hey, Berton Noto Kawapi, tu viens d'où comme ça? On t'a cherché, tu n'étais pas visible. Elle dit, après les entraînements, nous sommes allés chez des amis et puis nous avons couché. On n'a pas de téléphone comme vous en avez aujourd'hui. C'est que tu ne peux pas communiquer. Et ils m'ont cru. Mais tu es amoché, complètement défiguré. C'était dans les entraînements. Et ils m'ont cru. Je n'ai rien dit. Mais je ne savais pas que l'homme de la DSP était au courant. Il m'a rien dit. Mais j'ai vu un changement radical dans l'attitude de tout le monde. Des choses que je ne peux pas dire là. Parce que quelquefois, c'est une chose, on les laisse. Parce que si vous n'aimez pas une personne, ne dites rien de mal. Hein? Parce que chez nous, quand vous dites quelque chose de mal, même ceux qui auraient respecté la personne, ceux qui lui gardaient un peu de respect, vont le larguer au pied du mur et ils vont marcher dessus.
Voilà ce que j'ai subi. Et quand je fais cela, je n'attendais rien. Papa Tshisekedi ne me connaît pas. Vous savez combien de gens sont à l'UDPS? Vous savez combien de gens s'estiment de l'UDPS même s'ils ne le sont pas? Juste parce qu'ils sont dans la lutte contre Mobutu. C'est presque le Congo au complet. En ce temps-là, soit vous êtes de l'UDPS, vous êtes du MPR de Mobutu, ou vous êtes de l'UDPS. Autre personne voulait être de MPR, sauf les gens dont les membres de famille reçoivent de l'argent du pouvoir. Et le reste, on était quasiment comme UDPS sans le déclarer. Donc, je me retrouve dans cette situation-là. C'est par principe. Parce que j'ai payé un gros prix pour ça. Et je continuais avec la même mentalité d'amour pour la patrie, d'aimer mes compatriotes congolaises et congolais et me battre pour la cause commune. Ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais parce que Dieu m'a fait comme cela. La cause commune me tient toujours à cœur par rapport à la cause personnelle ou d'un groupe quelconque au détriment de la majorité. C'est pour cela que vous voyez que je suis contre les gens du Kivu qui trahissent le pays. Que ce soit des hommes politiques, des députés, des hommes en uniforme, je suis contre. Avant de venir, j'ai lu quelque part que même le commandant de la garde républicaine, le général Kabi Kiriza, en qui j'ai toujours rendu hommage, vous vous rappelez mes vidéos ici, comme quoi lui, il a résisté à ce vent de trahison, qu'il a été interpellé pour les mêmes raisons. Et j'espère qu'il sera blanchi et qu'il va retourner, continuer le commandement des troupes. Je voulais dire cela pour mettre les pendules à l'heure. Demander à ceux-là qui se prennent pour des kings, qui ne sont pas les kings ici, et peut-être qu'ils ne le seront même jamais. Car nous avons donné tout, donné tout, et nous y sommes encore. Nous continuons la lutte, sans attendre quoi que ce soit. Et je ne le fais pas parce que j'ai des liens de sang, ou j'ai des liens d'amitié avec quelqu'un de l'UDPS. Non. Je le fais parce que je crois à la lutte de Papa Étienne Tshisekedi. Et cette même lutte est menée à des niveaux quasiment extra par son fils qui est président de la République aujourd'hui. Son père ne courait pas le risque de se faire tuer à tout moment. Non, mais lui, Félix, il peut se faire abattre à tout moment. Lui et toute sa famille, et tant d'autres personnes. Et parmi ces personnes, moi aussi, parce que je le soutiens. Quelqu'un m'avait dit, fais attention, tu nous mets dans des troubles ici au Kivu, parce que ton nom est mis à prix. Et toi, tout ce que tu fais et tu dis, on vient toujours nous dire, voici votre frère, ce qu'il dit, ce qu'il fait. J'ai dit aux miens, je suis désolé que cela vous arrive. Mais la lutte est pour la patrie, c'est pour le pays au complet. C'est pour toute Congolaise et pour tout Congolais. Je ne veux pas mettre mes enfants dans une situation difficile à d'autres personnes qui m'aiment aussi. Mais je ne peux pas rester comme ça. Je suis soldat. Un soldat défend la patrie dans laquelle se trouvent des humains. Voilà.
Autant le déroulement des événements en ce qui est des accords de paix entre la RDC, pays agressé, et le Rwanda et allié, pays agresseur, suscite beaucoup d'espoir. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de ressentir des inquiétudes et je m'explique. Le Rwanda et ses alliés n'ont jamais respecté d'accord de quelque nature que ce soit dans le passé. Je vais prendre l'exemple. La succession des différentes soi-disant rébellions congolaises du passé. On se rappellera de AFDL, RCD, CNDP, M23-1 et actuellement M23-2, plus AFC et tant d'autres à venir, parce que d'autres vont venir. Le Rwanda a toujours trouvé des voies et moyens pour rentabiliser ces moyens de déstabilisation de la RDC, du pillage et des richesses de celle-ci, tout en préparant le coup de grâce qui est l'annexion pure et simple de la partie est de la RDC au Rwanda. Par différents mécanismes dont nous avons parlé dans différentes des vidéos précédentes sur cette chaîne, le Conspiratorium. La situation et l'état général de l'armée congolaise actuellement m'inquiètent très personnellement et c'est le but de cette vidéo. Avant de s'y étendre, permettez-moi de vous ouvrir un petit secret dont je n'ai jamais parlé antérieurement sur ma relation avec la RDC et très particulièrement le parti au pouvoir UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, dont je viens de vous parler en ouverture de ce numéro. Je ne veux pas y revenir. Je vous ai dit tout en détail, ou presque. À moins que vous ayez des questions, je pourrais y répondre. Sinon, je ne pourrais pas tout dire. J'étais encore très jeune, étudiant en G2 droit, sous le recteur Bingoto Mangoto Nankeya, quand j'ai fait tout cela. Vous savez tous que le MPR était le seul parti au pouvoir, et vous connaissez l'histoire. L'UDPS, Parti populaire, fonctionnait comme il est aujourd'hui. C'est la base du parti. La base du parti qui décide et chaque membre est tenu personnellement à veiller à l'efficacité de la lutte. C'est pour ça que vous voyez ce que font les parlementaires debout. Vous voyez ce qu'ils font certaines personnes sur les médias comme le Joël Kitenge, les Gili Bokwala et tant d'autres personnes. Je n'ai cité que ceux-là, mais je peux pas citer tout le monde. Je peux aussi citer des gens comme Yokason, de Mwanakoli, tout ça. Pourquoi je cite seulement ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire cette lutte-là. Mais ils le font malgré elles, malgré eux. Mais il y a des gens qui ont des moyens de faire des luttes et qui le font eux aussi. Je ne néglige pas nos frères et sœurs qui le font sur Internet et qui ont des chaînes de télévision très populaires que vous connaissez. Je peux les citer ici, mais si j'en cite 2 ou 3, c'est comme si je négligeais les autres. Pendant que je ne connais pas tout le monde, mais alors je préfère citer ceux-là qui sont à Kinshasa et qui font cette guerre-là, sans avoir de moyens de le faire, sans avoir de soutien de le faire. Mais ils ne lâchent pas. Vous comprendrez de quoi je parle. Je vous épargne toute la litanie, car vous voyez comme ça fonctionne sous vos yeux. C'est un chaos, mais un chaos organisé. Et la raison pour laquelle Mobutu, Kabila I et Kabila II n'ont jamais été capables de le détruire. Ils n'ont jamais été capables de détruire l'UDPS, malgré tous leurs efforts à cet effet. En ce temps-là, dont je viens de vous parler plus haut, quiconque n'est pas du MPR était réputé être d'office de l'UDPS, incluant les employés de la fonction publique et surtout la masse estudiantine à laquelle j'appartenais.
Alors, il se fait que l'UDPS va organiser une marche à laquelle la société civile et tout le monde va s'associer. J'étais étudiant, pauvre d'argent et d'autres moyens matériels, logé malgré moi chez un soldat haut gradé de la DSP, Division spéciale présidentielle, et je devais tout le temps œuvrer dans la clandestinité totale, sinon mon petit monde se croulerait autour de moi. Le doute et la suspicion planaient sur moi, car je ne m'associais à rien au MPR et je ne scandais rien de la propagande ou du propagandisme pour le parti au pouvoir de Mobutu, le MPR. Bref, j'étais à découvert et la situation se compliqua pour moi. Alors, très voué à la lutte de l'UDPS, j'avais pris la décision de prendre le rien d'argent que j'avais. Je suis allé au journal Le Potentiel à Makala pour acheter une page de publication en soutien à la marche organisée par l'UDPS. C'était suicidaire à tous égards. J'en ai payé le prix car je n'étais plus clandestin et je venais d'exposer l'homme de la DSP chez qui je vivais. En faisant tout ce que je faisais là, quand on m'a arrêté, on m'a posé beaucoup de questions. On m'a demandé où j'habitais. J'ai donné une fausse adresse. La chance que j'ai eue, c'est qu'ils ne m'ont pas demandé de les amener où j'habitais. Sinon, je les aurais amenés à une fausse adresse où je ne serais pas reconnu. Ça va être pire pour moi. Ou je les amenais à la bonne adresse et ils trouvaient que j'habitais chez l'homme de la DSP, un officier supérieur. Et ça allait être désagréable pour lui. Alors vous comprendrez que certaines décisions que nous prenons peuvent s'avérer très très dangereuses. Oh oui. Alors, très voué à la lutte de l'UDPS, j'avais pris la décision de prendre le rien d'argent que j'avais. Je suis allé au Potentiel à Makala pour acheter une page de publication en soutien à la marche organisée par l'UDPS. C'était suicidaire à tous égards. J'en ai payé le prix car je n'étais plus clandestin à partir de ce moment-là et je venais d'exposer l'homme de la DSP chez qui je vivais. Une chance qu'ils ne m'ont pas demandé de les amener là-bas. Malgré toutes les questions, je n'ai pas donné son nom. Je n'ai pas dit exactement où j'habitais. Je n'ai pas donné des informations compromettantes pour ceux qui n'étaient pas dans la même lutte que moi. Je parle de ça pour que vous compreniez que je suis, pour que vous compreniez qui je suis et d'où je viens. Aujourd'hui, je ne suis membre d'aucun parti politique, même pas de l'UDPS. Je me suis retiré. Et vous savez quand est-ce que je me suis retiré? Je me suis retiré de l'UDPS quand Vital Kamerhe est arrivé ici au Canada en 2011 et que il nous a fait comprendre que Papa Tshisekedi était le problème. J'avais cru en ce qu'il nous avait dit. J'ai pris ma carte de l'UDPS, je l'ai déchirée parce que je condamnais Papa Tshisekedi. Et je faisais de lui responsable du fait que l'UDPS a perdu le pouvoir et que nous avons laissé Kabila reprendre les règnes au pays. Aujourd'hui, je ne suis
membre d'aucun parti politique, mais je continue la lutte pour soutenir tous les efforts réels et authentiques voués à la libération et à la sauvegarde de ma patrie, la RDC. Tshisekedi fils ne me connaît pas et je ne l'ai jamais rencontré et voilà. Pour finalement en venir au but annoncé pour la vidéo aujourd'hui, j'aimerais pouvoir me tromper. Vraiment, j'aimerais que je me trompe pour ce que je vais dire. Mais hélas, je ne me trompe peut-être pas. Je pourrais ne pas être dans l'erreur pour ce que je vais dire. La CARI dans l'armée congolaise en est au point d'exiger l'extraction de la dent. C'est-à-dire quoi? C'est une métaphore, c'est une image. La CARI, qui est le mal profond dans le FARDC. Et je prends le FARDC comme une dent qui est attaquée par la CARI. Et je me demande s'il ne faut pas extraire la dent. S'il ne faut pas quasiment annuler le FARDC et créer autre chose. C'est-à-dire, ce que je veux dire par ça, envoyer tous les officiers, donc tous les généraux et officiers supérieurs à la retraite, du moins pour la majorité, la plupart, ou rigoureusement en identifier sans complaisance les quelques bons réellement patriotes avant qu'il ne soit tard. Les forces du mal risquent de s'emparer de l'Ituri. Écoutez-moi bien. Uvira a été fragilisé par le contournement, car les soldats ne sont pas capables d'être proactifs. Ils ne sont pas capables de penser et agir à l'avance. Ils ne savent pas que ici nous sommes, derrière ces montagnes-là, l'ennemi peut nous contourner et continuer la progression derrière notre dos. D'où il faut envoyer des équipes avancées d'observation. Envoyer les éclaireurs, les équipes de reconnaissance trop loin pour s'assurer qu'on n'est pas contourné par l'ennemi. Est-ce que le président Tshisekedi est en train d'être moboutisé? Qu'est-ce que je veux dire par là? Poussé à s'entourer des gens, donc des civils et militaires, qui l'ont pris en otage au point de ne plus avoir la vue de l'ensemble de la situation, tant sécuritaire que militaire. Je suis en train de me poser une question. Parce qu'il y a un grand cannibalisme qui s'opère au sein de l'armée congolaise. Certains soldats du niveau supérieur et des civils margoulins sont en train de faire éliminer les vrais hommes de main à pouvoir réel. Donc ces hommes de main qui ont un pouvoir réel, qui ont un charisme non bruyant. Un charisme, ils ne passent pas à faire des déclarations, à écrire à gauche, à droite. D'ailleurs, les soldats ne sont pas censés être bruyants. On ne doit pas entendre les soldats parler à gauche, à droite. Et pourtant, ces gens-là ont un charisme certain. Alors, de quoi je parle? Essayez de suivre mon regard un peu. Suivez mon regard, car je ne veux pas être très explicite ici, mais les concernés, tous ceux qui sont concernés, vont tout comprendre.
Je ne veux pas être explicite parce que je ne veux pas citer des noms. Je ne veux pas donner des faits ici. Mais ceux qui sont concernés, qui sont au pouvoir civil et militaire, comprennent exactement de quoi je parle. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur militaire était convoqué pour consultation à Kinshasa. Je parle du gouverneur militaire de l'Ituri. Et heureusement qu'il y retournera en poste après. Il y a quelques jours, peut-être moins de 5 jours, son collaborateur chargé des opérations l'a été également. Il a été convoqué. Il a été demandé de venir à Kinshasa pour consultation. Après une consultation qui a commencé à 8 heures jusqu'à 21 heures, de 8 heures à 21 heures, à la DEMIAP, il a été grillé soigneusement. Il a été grillé soigneusement. Mais, en fin de soirée, il est retourné dans sa famille. Heureusement. Et, avant cette journée-là même, il avait été aussi convoqué pour une autre affaire, dont il sera relaxé. Il y a un adage qui dit « La meilleure guerre est celle qui est gagnée sans effusion de sang. » Celle qui est gagnée sans l'avoir fait. Si il a préféré persuader les groupes armés à déposer les armes, je parle de celui-là des opérations, si il a préféré persuader les groupes armés à déposer les armes sans les uns après les autres, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise. Les gens de mauvaise foi, qui sont, je ne peux pas dire jaloux de voir les méthodes qu'il utilise, car il convainc des groupes armés, des individus à déposer les armes sans qu'on ait à s'entretuer, parce que dans chaque affrontement armé, il y a des morts de deux côtés. Alors, on peut amener les gens à déposer les armes. Quand les gens déposent des armes sans effusion de sang, il y a plus d'impact positif que quand il y a affrontement. Mais certaines personnes, peut-être se sentant mal pris dans tout ça, ils pensent que lui là, il pourrait être mieux apprécié, il pourrait être mieux coté, tendent des pièges à gauche, à droite, vont à Kinshasa raconter des histoires, et quand Kinshasa vérifie tout, on trouve que cet officier-là n'avait pas tort d'agir comme cela, qu'il avait bien fait, et surtout qu'il a agi en conformité avec l'ordre et les ordres qui lui sont donnés par son chef immédiat. Mais le chef, où est-ce qu'il est? Il dit, comment je peux faire couler cet homme? Ah oui, tel jour je lui avais demandé de faire ceci. Je peux faire paraître ceci mal. Il sera mal vu à Kinshasa. Et on va en découdre avec lui. Il sera zigouillé. Ça, c'est du cannibalisme au sein de l'armée. Mobutu, qu'est-ce qu'il était arrivé? Après la guerre de 80 jours, la guerre de 6 jours, Moba 1, Moba 2, il y a des officiers militaires qui s'étaient illustrés dans ces guerres,
que le Zaïre avait gagné, grâce bien évidemment au soutien militaire direct de l'Occident par la France, le Maroc, ce qui n'est pas le cas pour Tshisekedi aujourd'hui. C'est l'Occident qui combat Tshisekedi et alimente ces guerres-là à l'Est en utilisant le Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres pays d'Afrique. Et cela a commencé des décennies avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir. C'est seulement parce que Tshisekedi, lui, il refuse de marcher sur les mêmes voies que ses prédécesseurs. Il refuse. Oui, il refuse, malgré tout ce que vous pensez nous faire croire, il refuse de brader les richesses du pays. Il refuse la balkanisation du pays. Il refuse de vendre le pays. On lui mène cette guerre quant à détruire le peuple avec. Mais les gens qui sont dans l'armée, qui sont dans d'autres services de sécurité et de défense, dans la politique et au Parlement, et pour certains parmi eux, sont avec les ennemis. Regardez les arrestations qui se font. Regardez les trahisons qui se sont faites sur le champ de bataille. Comment on a perdu Bunagana, Kanyabayonga, Sake, en passant par tant d'autres contrées là-bas, pour perdre la grande ville de Goma et Bukavu. Et avant de venir ici, quelqu'un a mis une vidéo en ligne en train de montrer, et j'espère que c'est faux, que ce n'est pas une vraie vidéo. Il est en train de montrer les forces rwandaises qui ont déjà contourné les forces congolaises qui étaient à Ouvira là-bas pour les en empêcher de passer. Ils ont contourné et ils sont déjà à Kalemi. Dans les montagnes là qui surplombent la ville de Kalemi, ils sont en train de descendre. Et cette personne-là fait une vidéo en train de dire « Regardez, les Rwandais sont déjà là ». J'espère que c'est une vidéo qui est fantaisiste et que le peuple ne va pas tomber dans la psychose à cause de ça. Et surtout, si c'est faux, il faut que vite les forces armées puissent mettre les pendules à l'heure et dire aux militaires que c'est faux. Car ça risque de créer une psychose, un climat de peur parmi les soldats. Parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce que nous faisons là? Si l'ennemi nous a déjà dépassés, il est déjà derrière nous. Maintenant, nous avons l'ennemi en face, nous avons l'ennemi derrière nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? S'ils voient que c'est cela le cas, mais ils vont déserter, ils vont fuir partout. Et Uvira va tomber facilement. J'espère que cette vidéo-là a pour but de créer cette situation-là. Et les FARDC ont tout intérêt, si la vidéo s'avère être fausse, que la vidéo n'est pas réelle. La vidéo est réelle, mais le récit est faux, que les forces rwandaises ne sont pas dans Kalemi. Et il faut bien le dire sur toutes les chaînes de télévision chez nous. Sinon, ça va démoraliser les soldats. Et les soldats risquent d'abandonner leur poste à Uvira et les environs, croyant qu'ils n'ont plus rien à faire là-bas. Et à ce moment-là, le M23, les forces rwandaises et AFC vont marcher sur Uvira. Faites attention, c'est une guerre. Et en guerre, la propagande, le mensonge sont des outils qu'on ne peut pas négliger. Si vous ne faites pas de mensonges contre l'ennemi, si vous n'utilisez pas la propagande contre l'ennemi, mais vous êtes foutus. Il faut le faire. Alors, il y a le prestige. Le prestige du nom de la famille de ce général. Et les méthodes que lui, il utilise pour y parvenir devraient être mises à contribution par Mongaliema. Et ça, c'est un clin d'œil que je fais à Fachi. Fachi,
quelqu'un vous avait présenté cet officier supérieur-là, ce général. Parce que ce général est l'un des rares généraux aujourd'hui dans les FARDC qui a suivi la formation militaire étape par étape, de la base à Kananga. J'en ai déjà parlé, j'avais montré une photo de lui et moi à Kananga en train de promener quand il était là à l'EFO. Je l'ai encore rencontré, je pense que c'était en 91, à Matete, quand il suivait une autre formation à Matete dont il avait parlé le jour que je l'ai appelé dans une vidéo qui est ici. Il a parlé aussi de cette formation-là. C'était pendant le pillage. Je l'ai rencontré aussi à Matete, en train de faire cette formation-là. Et tant d'autres formations, étape par étape. Sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel, général. Tout avec des formations et avec du travail sur le terrain. C'est un atout. C'est un atout, Monsieur le Président. Ituri est là, car cet homme-là a travaillé. Il exécute les ordres de son supérieur qui est Johnny Kachama, mais c'est lui qui doit faire les opérations sur le terrain. Ituri est là aujourd'hui. Et vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé. Juste le jour que vous l'avez fait venir, je pense que c'était le lendemain ou 2 jours après, j'apprends que les troupes de Lubanga sont passées à l'attaque parce que ces troupes-là trouvent tout de suite qu'il y a un maillon faible qui vient de se poser. Il y a un trou qui vient de se poser. Il y a un trou, il y a une ouverture. Ils veulent en profiter. Vous voulez envoyer d'autres personnes là-bas? Faites-le. C'est vous le commandant en chef. Mais quand on dit qu'on ne change jamais un général en pleine guerre, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire. Si le général est inefficace au combat, si le général est traître, mais pas un général dont les preuves font que l'ennemi cherche, c'est l'ennemi qui cherche aussi à le tuer. Regardez combien le M23, AFC, sont en train de tout faire pour s'en prendre à cette famille, dont d'autres ont même fui le Kivu, sont venus à Kinshasa et vous les avez là-bas parce que eux aussi, vous les avez fait venir pour les questionner. Et ils ont fui le M23 parce qu'ils ne veulent pas travailler pour le M23, ils ne veulent pas se faire recruter par eux de force même. Ils ont fui, ils sont venus à Kinshasa. Vous les avez fait passer en interrogatoire. Quand bien même blanchis qu'ils aient été, vous devez comprendre que c'est une famille à protéger et un atout à ne pas perdre. Ne permettez pas à Kabila de les avoir parce que Kabila va dire tu vois, au lieu d'être fidèle à moi, tu as été fidèle à Tshisekedi, tu vois, tu as été fidèle à Tshisekedi, tu vois, je t'avais demandé de faire tomber le Shabbat, tu as refusé. Tu vois comment nous avons réussi à te faire partir même du Shabbat. Tshisekedi t'a fait partir du Shabbat. Mais Tshisekedi t'a affecté dans une zone beaucoup plus sensible. Tu as tenu le coup pour lui. Regarde, regarde, on t'a dit, hein, on est en train de faire la chasse au Baswahili, on est en train de faire la chasse au Baswahili. C'est ce qu'ils vont lui dire. On va dire ça à sa famille. Regardez, on fait la chasse à Baswahili. Et pourtant, Baswahili, on a trahir. Oui, les swahiliphones trahissent. Ce n'est pas parce qu'ils sont swahiliphones qu'on ne peut pas les arrêter et les traquer. Vous trahissez, on vous traque, on vous plaque au sol, on vous détruit. Oui, ça c'est le principe.
Vous êtes soldat, vous pouvez être exécuté. Et je suis d'accord. Je n'ai rien contre. Mais, quand un Swahili vous fait du bon travail, monsieur le président, faites attention, ne soyez pas pris en otage comme Mobutu l'a été. C'est ça que j'ai dit, la mobutisation de Tshisekedi. Faites attention. Mobutu s'était retrouvé avec des généraux fidèles, originaires de sa propre province et de sa propre bouche, sa propre tribu. Il s'est formé cette division spéciale présidentielle comme une coquille de protection. Il a oublié que c'était juste des troupes de protection présidentielle. Ce n'était pas des troupes de combat. Car quand le combat est arrivé, les troupes ailleurs démotivées ont laissé AFDL passer, se sont rejoints à AFDL. AFDL est venu 7 mois après. AFDL était dans Kinshasa. Ne tombez pas dans ça. Ne laissez pas les gens de mauvaise foi faire paraître la chose telle qu'elle ne l'est pas. Si les Baswahili trahissent et que ce soit eux la majorité, arrêtez-les. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ce sont des soldats. Un soldat s'engage dans l'armée à titre individuel, il prête serment pour défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mais maintenant, si le soldat est de connivence avec l'ennemi pour trahir le peuple, il n'y a pas d'excuse. Exécution sommaire. Mais rassurez-vous qu'il en est ainsi. Et surtout, ne vous aliénez pas des hommes de main, car l'homme dont je vous parle là, je le connais. Je connais ce qu'il est. Je lui parle très souvent. Je parle aux gens qui le connaissent. C'est un soldat ne doit pas être tshisekediste, mais c'est un tshisekediste au point où Kabila a sa tête à prix. Kabila a sa tête à prix parce que Kabila dit que celui-là l'a trahi du fait de vous être fidèle. Ouais, il ne faut pas que cela soit utilisé contre vous. Les soldats aiment travailler avec un supérieur en qui ils ont confiance, monsieur le président. Je suis soldat. Soldat un jour, soldat toujours. Je suis à la retraite, mais ça a été du fait de blessures au combat que je ne supporte plus l'uniforme. Mais aujourd'hui, là, si quelque chose arrive, les États-Unis attaquent le Canada comme le président Trump disait qu'il allait prendre le Canada par force. Je vous assure, malgré mon état, je me présenterai en garnison pour défendre le Canada. Ils vont m'utiliser tant bien que mal pour ce que je peux. La balle sortira de son fusil si j'appuie sur la détente et que je vise bien. La balle ne va pas refuser parce que j'ai certaines restrictions physiques. Non. Je ne peux plus faire la guerre comme avant, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas la faire. Je ne peux plus être rapide, agile et fort comme avant. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas rapide, que je ne suis pas agile et fort par rapport à monsieur, madame, tout le monde. Je vais pleurer de douleur pendant que je le fais, mais je le ferai. J'aurai besoin de plus de repos par rapport aux autres. J'aurai besoin de prendre des jours où je ne serai pas au combat par rapport aux autres. Mais je ferai cette guerre-là. Alors, je suis soldat et je le reste pour toujours. Le soldat, tel que je suis, nous avons toujours confiance. Un commandant, pour qu'il soit efficace avec ses soldats, il doit se faire connaître par ses soldats. Le soldat le connaisse. Et il connaît ce soldat. Parfois, on va voir un officier
qui connaît tous ces soldats. Oui, il connaît tous ces soldats et parfois par leur nom. Vous allez me dire, mais comment? Oui, et parfois par leur nom. Parce que un bon colonel passe voir ses troupes de temps en temps. Et il va connaître beaucoup d'entre eux. Jusqu'aux soldats là des reins. Par le nom. Oui. Oui. Et quand il établit ce niveau de confiance, que le soldat puisse voir que le général nous aime, son subalterne, le colonel, nous aime, jusqu'en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, je vous assure que ça devient un corps, ça devient une famille. Et quand ça devient une famille, elle devient imbattable. Chacun se bat pour la famille. Chacun se bat pour l'autre. Et la famille devient imbattable, très, très forte et redoutable. Mais si cela n'existe pas, la famille est fragilisée et n'importe qui peut la détruire. C'est ce que je voulais dire. Les soldats aiment travailler avec un supérieur en qui ils ont confiance. C'est ce qui renforce ce qu'on dit dans l'armée, l'esprit de corps. L'esprit de corps. L'unité, la camaraderie. Quand le général se sent comme le soldat de base qui est en bas là-bas. Le soldat de base se sent ragaillardi par le général qui est en haut. Ils sentent qu'ils sont un. Le cordon ombilical fait circuler le sang de bas en haut, de haut en bas. Imbattable. Je suggère qu'on retourne ce haut gradé, ce général dans sa position. Sinon, vous allez fragiliser ce flanc-là. Là, je vous le jure. Ça, c'est un choix stratégique de taille. C'est un atout. Mobutu avait réussi, par paranoïa, influencé par les luttes internes entre ses soldats haut gradés, à s'entourer que des chantres, les gens qui chantaient son nom, des fanfarons. Et c'était souvent les gens de sa propre famille et amis. Ayant éliminé tous les Baluba, Mobutu avait éliminé les Baluba, les Bakongo, les Baswahili. Il se retrouve vite l'otage. Il se retrouve vite otage de sa famille. Il s'est vite retrouvé otage de sa tribu. Il s'est vite retrouvé otage de ses amis. Et c'est ainsi que Mobutu va se radicaliser. Tout cela poussa le pays à la fragilité et ça va engendrer ce que la RDC est devenue sous Joseph Kabila et Kagame. Ce que la RDC a été maintenant sous Kabila et Kagame, ça a été engendré par tout cela. Ces deux derniers-là, donc GKK et Kagame, sont encore là. Ils sont là. Et ils ont eu 30 ans pour consolider leurs entreprises du mal. Ils ont eu 30 ans pour le faire. Moi, ma lutte va continuer. Et mon soutien pour les actions de l'administration du pouvoir sous Tshisekedi va continuer aussi. Mais je voudrais alerter le président.
Et je voudrais que vous puissiez aider le président à mieux comprendre ce qui se passe. Il a des gens auxquels il a confiance et qui ont fait preuve de certaines choses. Avec ça, ils ont gagné la confiance du président, pendant que ces mêmes gens-là, maintenant, sont en position ou l'ont déjà pris en otage. Et venu le moment opportun, ils vont faire ce que la famille de Mobutu a fait à Mobutu. Pff, ils l'ont poignardé dans le dos. Ils l'ont lâché. Mobutu le dit. Mes ennemis ont profité du temps où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. C'était trop tard. Mobutu achetait des armes. Il donnait l'argent. Certains gens ont pris l'argent, ils se sont sauvés avec. D'autres qui semblaient lui être fidèles ont pris une partie de l'argent. Ils sont mis dans leur compte. D'autres, ils sont allés acheter des armes second-hand, de seconde main, dans un pays et des munitions de seconde main dans un autre. Certaines munitions n'étaient pas de la même série. Certaines armes ne convenaient plus aux munitions qui venaient. Les armes étaient en train de s'enrayer ou carrément étaient devenues inefficaces, inutiles. Mobutu nous a fait perdre le Zaïre. Ne nous faites pas perdre le Congo, pour lequel vous avez tout sacrifié. Pour lequel vous avez sacrifié votre femme, vos enfants, vos frères et sœurs Tshisekedi, et tous ces combattantes et combattants de l'UDPS et d'autres personnes qui se sont ralliés à votre cause. Tous ces Congolais et toutes ces Congolaises qui ont voté pour vous, car ils croient en vous, car ils voient en vous la personne qui se bat pour eux. Ils savent, ils voient les difficultés que vous avez. Mais si vous tombez juste bas comme ça, et que tout s'écroule par ce genre d'erreur que Mobutu a commise, ce peuple va être découragé, désabusé, meurtri, et va se résigner à la solde de l'ennemi pour toujours. La République démocratique du Congo ne pourra plus exister ou existera dans une autre forme que celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous nous rappelons qu'il fut un pays qu'on appelait la Yougoslavie, qui n'existe plus aujourd'hui. Les trahisons internes et les attaques externes l'ont disloqué. Il fut un pays qui était connu sous le Soudan. C'était le plus grand d'Afrique. Il n'est plus connu sous sa nature d'antan. Il y a une partie du Soudan, du Sud, qui est aussi fragilisée, et l'autre partie du Soudan, qui est fragilisée, et le pays est en train de tomber en morceaux, et les guerres déchirent tout. Il fut un autre pays qu'on a appelé la Somalie, qui est un pays prospère et bien. Les trahisons internes et les attaques externes, la Somalie a été divisée dans la Somalie, Somaliland, et l'autre là, je ne sais pas ce quoi. Il fut un pays qu'on appelait la Libye, qui n'est plus la Libye qu'on a connue, subdivisée en plusieurs morceaux. Un président reconnu par les Nations Unies d'un autre, un autre reconnu par une autre partie des puissants du monde, un autre reconnu par le peuple, et tantôt il est du côté gauche, tantôt du côté droit. Le pays est en train de tomber en morceaux. Il y a un pays aujourd'hui,
s'il n'était pas ultra puissant, n'existerait plus au moment où je vous parle. C'est la Russie. Attaquée de l'intérieur, mais qui se bat parce que c'est une grosse puissance militaire et économique pour tenir. Sinon, on ne parlerait plus de la Russie aujourd'hui. Car tout était monté, bien fignolé, bien tissé, pour en faire une bouchée. Mais un président engagé, Vladimir Poutine, un peuple soudé russe, a tenu les ennemis en échec. Poutine n'a pas commis l'erreur de se faire prendre en otage par une clique, par un clic si vous voulez, des gens. Il n'a pas permis que les gens puissent se poignarder dans le dos les uns les autres pour lui faire plaisir. Non, 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 non. Tout le monde est à sa place et tout le monde fait son boulot. L'état profond de la RDC veut l'avoir. Ils veulent avoir Tshisekedi. Ils veulent détruire toutes ses réalisations. L'état profond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le gouvernement permanent. C'est ces gens-là qui sont au pouvoir d'une manière ou d'une autre, peu importe qui est le nouveau dirigeant du pays. Il y avait un état profond à l'indépendance et ces gens sont restés au pouvoir sous Kasavubu, sous Lumumba, sous Mobutu. Mobutu et tous ses prédécesseurs sont partis. Kabila Père est venu. Ces gens-là, l'état profond, ont travaillé avec lui. Ils l'ont liquidé. Ils ont fait venir le Rwandais Kabila au pouvoir, aidé par les Occidentaux. Il n'y a personne qui peut nier ça, car ce sont les parlementaires européens eux-mêmes qui disent qu'il est Rwandais d'abord. Et ceux qui lui ont donné les papiers de cette citoyenneté, fausse citoyenneté, en l'occurrence, celui qui est mort au Shabbat, tué par Kabila parce qu'il avait dit que c'était lui. Tous ces gens-là, c'est l'état profond. Ils sont avec Kabila pendant 18 ans, 20 ans de son pouvoir. Ils sont ultra forts. Ils ont les commerces. Ils ont l'influence de par palais. Ils travaillent dans le bureau, dans l'administration, au parlement. Ils sont toujours là. Peu importe qui est là. Et ils sont là sous Tshisekedi. Quand Tshisekedi veut faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, et tout de suite, il le bouscule à gauche à droite. Tshisekedi fait des ajustements. Il se réajuste. Ainsi de suite. Cet état profond-là est là. Vous voulez, monsieur le président, survivre à cet état profond, gardez le peuple avec vous. Gardez vos meilleurs éléments des FARDC, vos meilleurs éléments de la police et les têtes rares civiles et tant d'autres qui sont dans les services de défense et de sécurité. Mais rappelez-vous que vous êtes infiltrés de partout. La fondation Denis Nyakeru est infiltrée jusqu'à son os. L'ANR est infiltrée jusqu'à son os et la DENIAP même. Ils éliminent les gens qui ne sont pas voués à leur cause. Laquelle cause est la cause de l'ennemi. Vous ne vous demandez pas pourquoi jusque-là on ne va pas à Washington pour signer. Le Rwanda n'est jamais prêt. Pendant qu'on nous dit que c'est le Rwanda qui rafle la mise dans ces accords-là. Les M23 viennent de faire un communiqué comme quoi ils n'iront plus à Doha. J'espère qu'ils vont y retourner pareil. Mais aujourd'hui, ils n'y sont pas. Vous vous demandez pas pourquoi ça traîne, ça traîne. Parce qu'eux aussi, ils ont les gens qui les soutiennent. À Washington et dans toutes les autres capitales de l'Occident. Incluant en Chine, en Russie et partout. Et aussi, ils sont en train de jouer leurs cartes.
Ils attendent quoi? Votre mort, peut-être. Ils attendent quoi? Votre fragilité pour que vous puissiez céder. Ils attendent quoi d'autre? Tant d'autres choses qu'ils attendent. Mais ici, tout ce que je vais dire, vive la RDC et vive son président Tshisekedi. Nous gagnerons. Hurrah!